Voilà maintenant 10 ans que la France est concernée par deux procédures précontentieuses de la Commission européenne à propos du régime juridique de ces concessions hydroélectriques. En cause, la position dominante d'EDF et le refus de la France de mettre en concurrence ces concessions lors de leur renouvellement. Pour le moment, l'hydroélectricité est réglementée par l'État depuis la loi du 16 octobre 1919 qui stipule que nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau sans une concession ou une autorisation de l'État. C'est l'article L 511-1 du Code de l'énergie. Mais le droit européen prévoit depuis 1996 l'obligation de mettre en concurrence les concessions hydroélectriques avec certaines exceptions qui ont été levées au fur et à mesure, notamment par la directive du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'hydroélectricité est la première source d'énergie en France après le nucléaire. La France compte aujourd'hui environ 447 barrages sur son territoire, dont la moitié est directement exploitée par le groupe EDF. Les concessionnaires principaux sont EDF à 70%, la Compagnie nationale du Rhône à 25% et la Société hydroélectrique du Midi, la CHEM, à 3%. Le reste de la production, sous concession, est réalisé par des petits concessionnaires, majoritairement de droit privé. L'hydroélectricité représente en moyenne 12% de la production d'électricité en France, avec 75,1 TWh. Mais d'abord, un barrage, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Les barrages hydroélectriques permettent de produire de l'électricité avec la force de l'eau. Pas seulement, les barrages servent aussi, l'eau des barrages sert aussi par exemple à l'irrigation de certaines cultures. Ça sert parfois d'accès à l'eau potable. Il y a des contraintes pour la navigation, pour le tourisme. Il y a des lacs dans lesquels on se baigne, etc. Les barrages hydroélectriques permettent de produire de l'électricité avec la force de l'eau. On a des barrages qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire qui produisent tout le temps. Là, il n'y a pas de retenue. Et il y a les barrages avec des retenues d'eau, donc qu'on peut piloter. Et pour certains barrages, qu'on appelle des stations de pompage, des STEP, ce sont des moyens de stockage. Donc, c'est-à-dire qu'on a une retenue d'eau en amont, une retenue d'eau en aval, et on peut, au moment où l'électricité n'est pas chère, pomper pour remonter l'eau en haut et pouvoir la turbiner, donc produire de l'électricité plus tard. Donc, le rôle d'un barrage dépasse largement la gestion de la ressource énergétique. Oui, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de multi-usage de l'eau dans les barrages, c'est-à-dire que ça ne sert pas que à l'électricité. La gestion d'un barrage, avant tout, c'était au départ une source de production d'énergie. Aujourd'hui, pas que, on est en train de se rendre compte, et de plus en plus avec les conditions climatiques actuelles et les évolutions des températures, on est en train de se rendre compte que c'est une ressource vitale. Il y a le côté touristique, que ça soit la neige de culture, la navigation, mais il y a aussi des secteurs qui en vivent avec des nécessités impérieuses, notamment on peut penser à tout ce qui est approvisionnement en eau, irrigation. Après, suivant les différents modes d'utilisation et d'agriculture, il y a aussi un paramètre important pour notre souveraineté énergétique aujourd'hui dans le paysage actuel, c'est le refroidissement des centrales nucléaires. Donc les usages de l'eau, on voit que ça s'arrête pas uniquement à la production d'hydroélectricité. Et on peut anticiper que dans les années à venir, avec le réchauffement climatique, où il va y avoir d'une part moins d'eau dans les barrages, mais aussi beaucoup plus de besoins, ces autres usages que l'électricité vont être appelés à se développer. Alors, dans ce contexte, quels sont les risques que la privatisation des barrages représente? Il y a des gros enjeux de sûreté sur les barrages. Ça serait quand même un gros danger de fragmenter ce parc hydroélectrique, de le passer dans des entreprises, pas forcément françaises d'ailleurs, mais surtout qui ont une logique de rentabilité. On perdrait une grande technicité qu'on a sur l'exploitation de ces barrages, notamment sur la partie sûreté, mais pas seulement. On pense tout de suite à l'accident nucléaire, mais quand il y a des ruptures de barrage, heureusement c'est arrivé qu'une fois en France, pas sur un barrage EDF, mais bon, il y a très longtemps, ça peut raser un village, voire ça peut être très dangereux potentiellement pour Lyon ou pour Grenoble, pour des barrages en amont, par exemple. Dans le monde, il y a des accidents. Ce qu'on constate, c'est qu'il y en a plus en lien avec la privatisation un peu partout. Et puis, même sans aller jusqu'à l'accident, il y a des fois des gros déplacements de population parce qu'il y a un problème sur un barrage. On le constate déjà, hein. Il y a quelques barrages qui sont exploités par des opérateurs privés. On voit tout de suite que c'est beaucoup moins de personnel,
que finalement, on exploite l'ouvrage quelques années tant qu'il est rentable, et puis dès qu'il commence à y avoir des défaillances, on abandonne le chantier. On le voit un petit peu, on l'a vu sur la production notamment d'énergie éolienne, hein, avec un certain nombre, par exemple, d'éoliennes qui ont été abandonnées par les opérateurs. Dès qu'il commence à y avoir des défaillances ou qu'elles sont plus assez rentables, ils abandonnent tout simplement les ouvrages. Aujourd'hui, c'est pas du tout la vision du service public historique tel qu'on a pu le connaître autour de l'hydroélectricité. Notre premier métier, dans les entreprises historiques, c'est la sûreté des biens et des personnes. Avant même d'assurer la production d'électricité, c'est notre cœur de métier, c'est notre ADN. Et aujourd'hui, on le sait très bien, c'est pas l'ADN du capitalisme qui veut mettre la main sur ces ouvrages production. Donc tout de suite, dès qu'on a des reprises d'ouvrages par des opérateurs autres, on voit tout de suite arriver des baisses d'effectifs, des suppressions de budget, des baisses de conditions, des dégradations de conditions de travail pour les travailleurs, et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, c'est un secteur à risque, c'est un secteur sensible, et ça fait partie du cœur du mix énergétique français, et il faut préserver des conditions de sûreté et de sécurité de haut niveau, et seul un grand service public peut être garant, parce que derrière, c'est l'État qui rendra des comptes. Nos ouvrages, il faut savoir qu'on a aussi tout le savoir-faire depuis leur construction, depuis 1946, donc la surveillance des ouvrages, c'est un véritable métier, c'est une expertise, un niveau d'expertise qui est fait par les opérateurs historiques que sont EDF, CNR, CHEM. Donc c'est des ouvrages qu'on connaît, qu'on maîtrise. Aujourd'hui, pour nous, ça serait une folie que de mettre ça dans les mains de n'importe qui. Après, l'hydroélectricité, c'est à peu près 12% de la production hydraulique. Alors, ça dépend des années, évidemment, ça dépend de l'hydroélectricité, pardon, du niveau des apports en eau. C'est des moyens de production qui sont très flexibles, qui peuvent démarrer et s'arrêter très vite, pour certains. Et donc, ces fameux moyens de stockage qui permettent de remonter l'eau, c'est un enjeu énorme pour l'équilibre du système électrique. On comprend que les entreprises n'ont pas vraiment envie de céder. Des exploitants EDF et Engie qui évidemment n'ont pas envie de voir partir une activité qui est quand même ultra lucrative, hein. La production hydroélectrique a un coût, enfin le coût de production est bien plus bas que la plupart des autres filières, en particulier d'ailleurs Engie. Quand on regarde les bénéfices de la CNR et de la CHEM, on comprend bien qu'ils n'ont pas envie de lâcher de lâcher cette rente, quoi. Juste la CNR, entre 2003 et 2020, la Cour des comptes dit qu'il y a eu une rentabilité du capital investi de 24% par an. On peut regarder comment évoluent les bénéfices. Ils explosent et ils sont distribués pratiquement à 100% aujourd'hui aux actionnaires, hein, qui sont quand même pour moitié des actionnaires privés. Quant à EDF, alors là, il y a aussi relativement de l'opacité. Je pense qu'on n'aurait pas s'il y avait le monopole. Donc on ne sait pas très bien où part de l'hydroélectricité. C'est un peu mélangé à tout le reste. Bon, ça rapporte beaucoup aussi. Enfin, l'HM, ça rapporte énormément aussi. Donc, a priori, EDF, ça rapporte beaucoup. Les investissements, pourtant, les équipes nous disent, sont très contraints. Et on voit des projets à l'international qui, moi, me posent un problème éthique. Franchement, quand on voit, je sais pas, il y a eu des investissements, en particulier sur le projet NEOM, là, en Arabie Saoudite, le projet délirant de construire une ligne en plein désert. Ils ont voulu faire une steppe là-bas, donc une station de pompage. EDF a investi là-dedans depuis 4 ans, je ne sais pas avec quel argent, et là, le prince saoudien vient de décider que ça s'arrêtait. Donc, on a utilisé des moyens humains, financiers là-dessus. Bon, il y a aussi des steps qui ont été faites en Israël. Je pense qu'on a peut-être des questions à se poser là-dessus au vu de la situation internationale. Est-il encore possible d'éviter cette privatisation? J'ai été rencontrer notamment enfin, les services du ministère, des arguments comme ça va coûter cher économiquement. Donc déjà, le fait de repasser en monopole. Nous, nos estimations, c'est que ça va coûter beaucoup moins cher à la collectivité que les autres systèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune étude économique de proposer. EDF dit ça va coûter très cher en désoptimisation. Je pense que c'est vraiment, enfin, ça va avoir un petit coût, mais bien moindre que ce qu'on va gagner grâce aux conditions de financement. Ils ont les moyens, EDF et Engie, de faire une étude financière qu'on puisse auditer. Ils le font pas parce que voilà, ils n'ont pas envie de le faire. Donc je pense que la moindre des choses démocratiquement, c'est de demander ces éléments. Et on nous dit aussi, il va falloir que l'État rachète euh, enfin, en fait, dédommage les exploitants actuels, donc EDF et Engie, pour le fait qu'ils n'auront, on leur arrête leur concession avant la fin, et ça va creuser la dette de l'État.
Bon, c'est un argument qui revient sans arrêt, mais je pense qu'un jour, il va falloir tordre le cou à cet argument, parce que d'un point de vue de la collectivité, à partir du moment où on fait des travaux, enfin, où on investit dans l'énergie et par exemple dans les barrages, on s'endette vis-à-vis de quelqu'un. On peut dire soit on renonce à l'électricité pour demain, soit on s'endette vis-à-vis de quelqu'un. Donc entre s'endetter auprès d'une entreprise publique pour payer beaucoup moins cher son énergie ou s'endetter auprès du privé, je pense que le choix est vite fait. Et pour l'État, de toute façon, c'est peut-être une dette, mais dont on est sûr qu'elle va être remboursée par les factures. Nous, ce qu'on nous a répété, c'est personne ne veut de la quasi-régie, donc du monopole. Donc on dit, c'est qui personne, quoi? Je veux dire, si c'est les exploitants, bien sûr qu'ils n'en veulent pas. La mission d'information de l'Assemblée nationale, consacrée au mode de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, a rendu ses conclusions le 17 mai 2025. Il convient de trouver un moyen légal de conserver la gestion des barrages tout en adaptant le droit européen à l'exception française. La proposition est de passer d'un régime concessif à un régime d'autorisation, comme cela existe pour les centrales photovoltaïques et les parcs éoliens. Cette piste est-elle possible et suffisante pour protéger la ressource hydroélectrique? Aujourd'hui, bon, l'exploitation est EDF et des entreprises partiellement privées, mais la propriété des barrages est publique, c'est l'État. Et là, on voudrait transférer la propriété de ces barrages aux exploitants qui, pour certains, sont déjà privés. Ça veut dire en gros, sur le Rhône, par exemple, on transférerait la propriété de ces ouvrages vraiment stratégiques à une entreprise privée qui cherche à faire du profit. Et même pour EDF, EDF, c'est une entreprise aujourd'hui qui fait 50% de son chiffre d'affaires à l'international, qui a des objectifs de rentabilité et qui n'a pas comme objectif l'intérêt général. Enfin, c'est propre à son statut. Il faut qu'on reste, et je pense qu'il faut qu'on réinvente, et faut que nos élus travaillent et légifèrent dans ce sens-là pour une gouvernance publique de l'eau avec un contrôle citoyen. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, c'est indispensable. On ne peut pas continuer à laisser un certain nombre d'opérateurs privés, même si aujourd'hui ce sont des entreprises d'État. Ça me paraît primordial, effectivement, pour les populations, par rapport au changement climatique et pour permettre effectivement de partager équitablement ce bien commun. On arrive à un niveau de précarité énergétique en France de 13 millions de foyers. C'est quand même très préoccupant. Donc aujourd'hui, il faut revenir à un système avec un bien public, 100% public, une gestion 100% publique et un contrôle citoyen pour effectivement avoir toutes les garanties autour de toutes les normes sociales et environnementales. Il y a il y a quand même une possibilité dans le droit européen d'éviter la mise en concurrence, de sortir en fait l'hydroélectricité du champ concurrentiel en le plaçant en monopole public, mais sous certaines conditions. En fait, il faut que ce soit l'État qui exploite lui-même ses barrages, soit directement, c'est-à-dire via des ministères, via ses propres services, enfin, on dit qu'il exploite en régie, hein, comme certaines villes exploitent en régie leur système d'eau, par exemple, ou via une entreprise publique que l'État contrôle vraiment très strictement, on dit que c'est un contrôle analogue comme ses propres services, et ça s'appelle la quasi-régie. Et nous, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est mais il faut absolument mettre ça en place. Il faut défendre la quasi-régie, c'est-à-dire le monopole public. Mais en tout cas, si on est dans le cadre d'un monopole public, donc on est sorti des règles de la concurrence, je vois pas pourquoi ça ne serait pas possible de mettre en place un tarif réglementé basé sur les coûts de production, comme il y avait avant sur l'ensemble de la facture d'électricité, hein, avec les tarifs bleus, jaunes, verts, et comme il y a encore aujourd'hui sur le réseau, sur les tarifs réseau, qui sont calculés à partir des coûts de production, qui sont équitables pour tout le monde et qui sont très stables en fait. Ces conditions de financement meilleures permettraient d'avoir un coût beaucoup plus faible qui se répercuterait sur la facture des usagers. Donc il y a vraiment un énorme enjeu. Et en plus de ça, pour financer les investissements, on voit bien que ça les sécuriserait. Donc ça serait facile, beaucoup plus simple de déclencher les investissements dont on a besoin et qui aujourd'hui sont bloqués, bon, essentiellement à cause de cette insécurité juridique, mais aussi à cause de cette insécurité financière qui est liée à une rémunération un peu complexe et avec des demandes de rentabilité, y compris d'EDF, élevées, quoi. Ça débloquerait la situation, ça remettrait les barrages dans l'intérêt général. Il y a une mission sénatoriale qui est en cours. Et ce que disent les médias, alors il y avait un amendement en vue de d'écrire quelque chose sur les barrages dans le projet de loi, je sais pas si ça vous parle, Gremillet. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir un projet de loi d'ici la fin de l'année sur l'avenir de ces barrages.
Aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous et sur les organisations syndicales pour justement pousser dans le bon sens ce projet de loi. Je crois qu'effectivement, au moment quand on connaîtra un petit peu le contenu de ce projet de loi, eh ben, je pense qu'on emmènera des initiatives effectivement pour gagner un service public, parce qu'au bout du bout, pour nous, c'est de ça qu'il s'agit. On aura des initiatives, je pense, publiques, citoyennes, des réunions publiques pour expliquer un petit peu la problématique, pour dire non à la privatisation. Il y a 15 ans en arrière, on se sentait un peu seul et pas soutenu par l'ensemble de la classe politique. On sent aussi que les populations, elles sont sensibles à ces enjeux. Donc, on va continuer ce travail de communication. On va essayer effectivement de mobiliser les citoyens, les populations, pour pas laisser partir ce bien commun que sont les barrages. Voilà, donc je pense qu'il faut que les citoyens se saisissent de cette question parce que les barrages et l'eau des barrages, c'est vraiment un bien commun, quoi. Donc ça doit rester dans le domaine public.